Bonjour! Bonjour! On est à nouveau chez Vincent et on a un invité, Christophe, qui va nous aider au début de la vidéo. Et aujourd'hui, on va vous faire une scie à cadre. C'est comme ça qu'on appelle ça? On va faire une scie à cadre. Donc voilà, une scie à cadre, c'est ce genre de scie. L'armature rigidifie une lame qui peut être très fine et donc ce sont des scies qui sont particulièrement efficaces puisqu'on enlève peu de matière. La scie, c'est des scies qui avancent beaucoup plus vite que par exemple une scie égoïne, n'étant pas rigidifiée par un cadre, doit être plus épaisse, doit retirer beaucoup plus de bois pour faire sa trace. Une scie à cadre, c'est fait de plusieurs éléments. Il y a deux montants qui sont toujours en bois dur parce que c'est soumis à des pressions et des contraintes en torsion. Et il y a une pièce qui travaille, une pièce horizontale qu'on appelle le sommier qui travaille en compression. Alors ça c'est en bois dur, ça c'est toujours en bois tendre, du sapin, de l'épicéa, etc. Il y a un système de tension qui peut être soit un système métallique, c'était la mode entre les deux guerres. Ce système n'est pas mauvais, mais tous les systèmes à papillon ou à levier, etc., on s'en sert jamais, ça fait mal aux doigts, et en fait on détend jamais la lame. Donc je préfère le système classique, qui est le système à ficelle et tourniquet, sauf que ça c'est un système un peu rudimentaire, et que je l'ai amélioré, j'utilise une corde nettement plus longue par rapport à une corde classique, ça me donne une latitude de tension beaucoup plus importante, je peux régler réellement la tension sur plusieurs tours avec le tourniquet. D'accord. Donc ça c'est la première amélioration. La deuxième amélioration, c'est que l'assemblage permet et que la tension de la corde va provoquer une petite bascule du montant, un changement d'angle du montant, qui n'est pas de bâillement qui apparaissent ici. Ouais. C'est pour ça que on fait un épaulement arrondi et un tenon plus petit qui va lui permettre comme ça de jouer. Autre amélioration, la lame. Les lames classiques en acier, affûtables, elles ont l'avantage d'être pas coûteuses et d'être réaffûtables. Mais tout dépend évidemment de votre capacité à les affûter. Moi, je ne suis pas expert. J'ai appris récemment à le faire. C'est pas si compliqué grâce à Paul Sellers, dans les vidéos de Paul Sellers, que je recommande à ce sujet et à beaucoup d'autres. Moi, je ne sais pas très bien faire et je préfère acheter des lames à denture japonaise non réaffûtable. Ça, c'est une denture japonaise. Avec, en fait, c'est des doubles dents très acérées. Alors, c'est une denture japonaise universelle, c'est-à-dire elle est efficace en délignage ou en tronçonnage. D'accord. Hein, elle a une denture spéciale. Ça, c'est une denture occidentale de type délignage, je pense, c'est-à-dire avec des dents qui sont affûtées perpendiculairement au plan de la lame. Ça, c'est affûtable. Ça, c'est pas réaffûtable parce que c'est de l'acier qui est durci après l'affûtage. D'accord. Bien que ce soit une denture japonaise, c'est tout à fait utilisable en poussant et donc ça garde l'intérêt de la scie à cadre qui est une scie qu'on utilise en poussant. Ça, c'est des scies qui sont vendues par Dictum sous le nom de Turbocut denture universelle. Okay. Au lieu de mettre un clou qui va dépasser, je mets une vis poilière. Quand on détend la lame, tout se débricole pas, ça tombe pas en pièces, et donc ça c'est assez pratique. Un point important, c'est qu'il faut que ces scies soient très légères. Celle-là doit faire moins de 400 grammes. Ouais. J'ai aussi profilé la clé du tourniquet. Je ne les mets pas dans une fente ici parce que je me suis rendu compte que les scies qui sont faites comme ça, en fait la fente personne ne l'utilise. Celle-là c'est une variante, c'est une scie à lame pivotante. Ouais. Alors cette lame pivotante, elle peut servir soit pour une petite scie comme ça, lame étroite, à faire des chantournements dans des panneaux et donc c'est à ça que ça sert. Mais ça peut être une scie plus grande avec une lame pivotante qui permet de s'affranchir du cadre. On oriente la lame comme ça, et on peut débiter une planche en londe selon toute la longueur, sans être limité par les dimensions du cadre. Mais on va couper dans le sens des fibres, ça va être plus difficile ou on va pas sentir? Non, c'est une lame universelle. Alors en pratique, c'est aussi une chose, moi je pensais qu'il fallait impérativement avoir pour chaque type de scie une lame à déligner, une lame à tronçonner. Ouais. J'ai appris dans Paul Sellers que c'était un peu du jargon publicitaire des marchands de scie. Une scie à déligner, ça marche très bien pour tronçonner, que donc on peut très bien n'avoir qu'une seule scie, ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut
Ce qu'il faut se procurer à l'avance, c'est la lame de scie. Donc chez le distributeur allemand Dictum, je fais un protège-lame qui est un bout de bois avec une rainure de scie circulaire, un clou et un bout de chambre à air qui permet de... Et c'est incroyablement efficace. Et c'est incroyablement efficace, il faut... voilà. Et la lame en question, elle a quoi de particulier? C'est une 500 mm. Qui fait 3 cm 30 mm de large, 500 mm. 2 vis pour fixer la lame, donc des vis poilières. Voilà une vis poilière. Elle a pas de poil, hein. Elle est plate. 2 montants. Ouais. Les dimensions sont un peu à la tête du client, hein. C'est en fonction de ce qu'on veut faire, ça, en fonction des morceaux de bois, enfin de ce qu'on veut couper. Il faut avoir suffisamment d'espace entre la lame et le sommier, cette pièce horizontale. 37 cm. Donc ça c'est du frêne. Donc ça c'est du frêne, c'est un frêne, j'ai choisi, puisque Sylvie est une copine, je lui mets un joli bois ondé, hein, j'avais un petit morceau qui allait bien. Sinon on peut utiliser quoi? Sinon vous pouvez utiliser n'importe quel bois dur, du charme, du hêtre, du chêne. Pour le sommier, en revanche, on utilise toujours un bois le plus léger possible. C'est une pièce assez grande taille où les contraintes sont en compression. Et donc ça c'est du peuplier, mais on peut utiliser, le plus souvent c'est du sapin ou de l'épicéa. On va tracer notre montant. Voilà, je les tiens ensemble, comme ça ils seront tracés ensemble et ce sera plus facile. Je le positionne, voilà le début, voilà la fin. Et je positionne ici approximativement. Et je vais reporter la dimension exacte. Tu vas utiliser la largeur exacte du morceau de bois. Oui, je me tu l'adaptes toi-même déjà. Le gabarit, moi le gabarit, pour moi ça sert à rien. De toute façon, je redessine toujours le truc. J'ai pas de scies qui sont faites pareil. Je trouve ça plus rigolo. Ah ouais, tu fais comme ça. Oui, si on veut couper droit, il faut couper que sous contrôle de la vue. Donc l'idée c'est qu'on entame le trait du côté opposé, soit ici, soit de l'autre côté. On rentre les dents et ensuite, ce qui est à l'arrière, ça bouge plus. On descend le trait de scie juste en avant sous contrôle de la vue. Moyennant quoi, on arrive comme ça. À suivre le trait avec une bonne précision. Je vais faire un tracé qui va laisser la mortaise à 5 mm. Et ensuite, on déterminera le tenon en prenant la mortaise moins 5 mm aussi. D'accord. Tout est de l'à peu près, on s'en fout complètement, puisque là, il faut que ce soit un tenon qui flotte en... Ah oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait du jeu. Il faut qu'il y ait du jeu. C'est intéressant d'avoir une mortaise qui fait exactement le diamètre du ciseau que vous utilisez. Je fais une trace, et à partir de cette trace, je règle mon trusquin, je vais tracer la mortaise des deux côtés. Voilà. Voilà, j'utilise une petite cale pour que ma pièce tienne dans la presse sans être obligé de serrer comme un sourd quand je tape dessus. Comme vous avez une main qui tient un maillet, une main qui tient l'autre truc, vous n'êtes pas très précis de la main gauche. Et donc, pour positionner mon ciseau, je le fais marcher comme ça. Donc, je le fais arriver à peu près à 1 mm du bord. Je ne me mets pas trop près du bord parce que le premier coup va déplacer le trait. Voilà. Voilà. Je recule progressivement. Je prends des copeaux de plus en plus profonds, je retire mes copeaux au fur et à mesure, je retourne le ciseau là pour me mettre à peu près à la verticale, à faible distance, pas exactement sur le trait mais à faible distance. Pareil ici, je retourne.
Donc vous voyez tout l'intérêt de conserver une petite marge ici, c'est que quand je fais ça, je vais abîmer l'angle. Donc c'est bien de garder un petit peu de marge. Vous allez me dire, de toute façon, c'est un endroit où ça se voit pas. Mais prenez les bonnes habitudes pour le cas où par hasard ça se verrait. Première coupe verticale et ensuite je fais des coupes en biais successives. Ouais, d'accord. Toujours sous contrôle de la vue pour ne pas dévier à droite et à gauche, parce que là, si on a une mortaise en biais, le tenon va se mettre en biais, on va être très embêté. Pourquoi tu as retourné ta pièce? Le deuxième étage, je le fais dans l'autre sens. Deuxième étage, c'est quoi? Bah, là, j'ai fait une première passe. Ouais, d'accord. Donc j'ai la mortaise qui n'est pas encore à sa profondeur nominale, hein. Je suis encore au-dessus du... Tu dois la faire de combien? Elle doit pas être traversante? Alors elle n'est pas traversante, mais je dois la faire assez profonde. Et tu termines avec une coupe perpendiculaire à nouveau. Voilà, avec une coupe perpendiculaire. Si vous avez peur d'abîmer votre ciseau, utilisez un tournevis. Ou un bédane qui résistera, ou un pic à glace que vous avez fait avec un forêt HSS. Voilà, par exemple. Parce qu'il y en a qui me demandent à quoi ça sert. Mais un forêt HSS, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est un forêt hors d'usage, HS. Et hors HSS, c'est le forêt hors d'usage HS de Sylvie. Oui, c'est vrai. Mais c'était écrit HSS dessus. Il me reste à faire le trait de scie. Alors là, il va falloir faire un trait de scie un petit peu plus large, que vous laissez un petit peu de jeu. Donc la largeur de la lame. Donc là, tu as fait des marques qui sont à peu près. Donc j'ai fait une marque au Trusquin, une marque double. Ouais, et tu vises au milieu à peu près. Je vise au milieu, pas à peu près, exactement. Sous contrôle de la vue, sans sortir les dents ici, mais sans les descendre. Et en descendant la scie uniquement là, je descends jusqu'à mon trait. Ok. Je retourne la pièce de bois, je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai scié ces deux parties-là. On va faire le trou dans lequel on va mettre la vis qui maintient la lame. Théoriquement, il faut le mettre le plus en dehors possible, puisque à la limite, si tu le mettrais ici, c'est ça qui aurait avec le clou ici, c'est ça qui aurait la solidité la plus grande. Ouais, d'accord. Mais là, je perds de la longueur de dent, donc je vais le mettre à peu près par ici. Voilà, chez la profondeur. Tu le fais dépasser un peu. Je vais tout percer d'abord au diamètre 3. L'avantage de la perceuse à main, c'est comme c'est pas cher, ça vaut quelques euros. Alors c'est un peu encombrant, mais ça vaut quelques euros. Donc dans l'atelier, moi j'ai en permanence une mèche de 3, une mèche de 4, une mèche de 5. Je n'ai pas besoin, c'est des petits diamètres, donc c'est pas fatigant à tourner. Ouais, mais enfin c'est quand même pas pratique, hein, regarde. Bah, c'est vachement pratique, je risque pas d'aller trop loin sans m'en rendre compte. Alors... On peut pas savoir à quel point c'est con le mec. Et là, je taraude. Alors bon, en métal, je ferai des allers-retours avant, arrière, etc. Que là, non. Magnifique. Maintenant, on va préparer nos tenons. Ok. Donc, on va mettre la lame en place, bien d'équerre, voilà, et donc j'ai tracé l'épaulement en sachant que c'est l'épaulement provisoire, c'est celui qui sert à prendre les mesures. Puisque après je vais faire un épaulement courbe qui permettra à la... Ouais, bien sûr. Voilà. Alors tu t'es aidé de l'équerre pour être sûr d'être bien droit voilà, et de respecter l'écartement. J'ai reporté, donc voilà. La profondeur de ma mortaise, elle est de 38 ici. De toute façon, on va se prendre un peu de marge. Un peu de marge en hauteur, un peu de marge en profondeur, de façon que le tenon puisse bouger. En revanche, en faisant le tenon, on va faire très attention de le faire à la bonne épaisseur pour que ça se soit un peu ajusté en épaisseur, que ça se démontipule pas complètement. Donc là, je vais faire un tenon qui va faire 33. Voilà. C'est peut-être même un peu trop, mais on peut toujours le recouper, c'est plus facile. Ici le bout du tenon.
comment je vais tracer ça? Il va me falloir un objet rond. Je trace les deux ensemble avec le même objet. Il va falloir enlever ça. Donc je vais faire quelques traits de scie qui vont, surtout dans un bois qui est très noueux comme ça. Ah, qui vont délimiter la profondeur. Ouais, et tu finis à la râpe? Je vais prendre une râpe plus fine et je vais aller chercher mon trait. Je vais chercher l'autre côté. Et pareil, je vais chercher mon trait. Et maintenant, je vais m'assurer que c'est un tout petit peu plus creux au milieu que sur le bord. Il ne faut pas trop que j'en fasse parce que j'ai un bois qui est ondé, qui a un fil assez vicieux et qui a tendance... qui se laisse pas bien faire. Je reporte mon tenon. Ah ouais, tu fais comme ça à main levée. Je reporte mon tenon à main levée, oui. Alors attends, là, je suis depuis tout à l'heure, tu dis que ça doit être super précis. Ah ouais, il faut qu'il soit bien. C'est précis à main levée. Bah, c'est précis, mais là, le tenon, je le fais un peu gras. Et je vais le rogner petit à petit. Un peu gras, d'accord. Voilà, donc je trace mon tenon. Donc que je dessine un peu gras. Voilà, ça c'est le tenon qui va là. Donc il va être pas un peu, il va être beaucoup gras. Je scie en laissant le trait. Hein. Donc même technique que tout à l'heure. Du côté que je ne vois pas, évidemment ça a dévié. Donc vous voyez ce qui se passerait si jamais je ne prenais pas la précaution de retourner la pièce, je suis sûr d'aller de travers. Donc ça je vais reprendre. Je coupe approximativement. Au-dessus quoi, ouais. Un millimètre au-dessus. Commencer à faire l'arrondi de mon tenon. Donc avec un ciseau bien affûté. On a fait l'arrondi, on a coupé le tenon. Il va falloir qu'on ajuste le tenon, mais avant, on va déjà voir la hauteur du tenon. Je veux qu'il y ait du jeu. Donc je mets à peu près 5 mm avec cet instrument qui s'appelle le pifomètre. Je fais la même chose ici. Théoriquement, c'est la même hauteur, mais comme j'ai un tenon qui va être flottant en hauteur, il faut qu'il soit ajusté en épaisseur. J'aime pas les scies qui se débricolent, vous desserrez la ficelle et elle tombe en pièces. Vous mettez un quart d'heure à la remonter parce que rien ne tient. Il est vachement gros des deux côtés. Donc on va prendre un petit peu. La guimbarde, elle me fait une face parallèle à la face de référence sur laquelle j'appuie, à partir de laquelle je pivote. Alors je ne vais pas jusqu'au bout du trait, je vais retourner l'instrument et je vais rentrer de l'autre côté. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai pas pris une passe trop épaisse. On va ajuster un côté à la fois. On a fait les tenons. Alors vous voyez qu'il y a la possibilité d'un petit peu de jeu comme ça. Ça peut glisser un petit peu. Donc j'ai toujours un truc qui est à peu près ajusté à l'endroit de l'épaulement du tenon. On va faire le modelage, c'est-à-dire la mise en forme du manche pour l'alléger d'une part, pour que ce soit le plus léger possible, et pour qu'il fasse pas mal aux mains. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir un gabarit, hein. On peut le faire... Alors, on peut le faire comme ça. À l'œil, et le reproduire de l'autre côté. Il y a un seul truc qui est important, c'est que il faut que si vous faites cette petite forme dite en arbalète, hein, comme ça, il faut positionner la volute en arrière et non pas en avant, parce que si vous la mettez en avant, vous allez avoir quelque chose qui va être avec un angle faible et la ficelle va avoir tendance à descendre. Donc il vaut mieux la placer ici. Là, il faudrait que je le reporte de l'autre côté. Comme je suis un peu feignant, je vais vous montrer comment on le trace à la main. Voilà, ça n'a pas besoin. Là, vous n'avez besoin d'aucune précision particulière, ouais. Puisque ça n'entre pas. C'est un truc purement esthétique, donc vous faites ça à l'œil. On va faire des incisions à la scie et on va le découper à la plane et à la râpe.
Ah oui, d'accord. Voilà. Et je vais enlever chercher l'angle sur l'arête, ce qui est beaucoup plus facile et ce qui est moins risqué. Ensuite, sur l'autre arête, je vais arrondir tout ce qui est à l'extérieur, ouais. Hein, mais il faut surtout pas toucher à l'angle qui est là, hein, l'angle de l'assemblage. En fait, je vais la finir chez moi. C'est un banc qui est inspiré du banc accordé des archers. Hein. C'est juste une planche avec des trous. Un trou ici et un trou là. En pratique, alors vous voyez la longueur du truc. Ah, c'est par rapport à ça qu'on mesure. C'est par rapport à ça. Donc on va lui donner carrément 10 cm de plus hein, que la... C'est écarté de 5 cm ça en gros. Voilà, donc je fais un premier truc... Un nœud de cabestan. Donc je vais faire 7 tours. Donc c'est de la cordelette, ça c'est de la cordelette de polypropylène, donc une cordelette pas très élastique. Je vais maintenant libérer la ficelle. Voilà, il faut que ça revienne par ici, donc je fais un nœud plat. Bon, ça c'est un double nœud classique. Hein. C'est pas un très bon nœud pour des fils qui travaillent comme ça en biais. Ouais. Donc il faut le cacher par un ruban adhésif, ce qui va garder les fils ensemble. Un ici, un là. Le milieu de 53, c'est 26,5. En fait, tu fais ça pour que... C'est juste pour que les fils ne s'en mêlent pas. Voilà, c'est tout. Tu te retrouves pas avec un paquet de nouilles, indémêlable. Ouais. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, la raison pour laquelle nous aussi, je ne fais plus de surlure, c'est que ça pince pas très fort et ça n'empêche pas les tensions de s'équilibrer si tu as un fil qui est plus tendu, etc. Parce que j'ai bien vu sur les ficelles anciennes, souvent, elles étaient attachées à l'un des montants. Ouais. Et donc, il y avait les tensions n'étaient pas égales, se répartissaient pas. Ouais. Hein, tandis que là tu as un truc où ça tourne en rond. Ça va se mettre comme il faut en réalité. Vous avez compris. Ah oui, il faut que le trou soit suffisant pour passer la volute. Ouais, là il y a la place, hein. Largement. Là, ouais, aussi pour pas que ça s'en mêle là. Voilà, pour pas que ça s'en mêle. Voilà, pareil ici. On va la placer ici au milieu, ça sert aussi de repère en fait. Et on va tourner à l'envers pour qu'elle soit plaquée dans ce sens-là, pour que l'élasticité la plaque dans ce sens-là. L'idée c'est donc de faire une petite marche. Pour des raisons de solidité, vous allez garder ça épais et large ici, une forme diminuée qui s'élargit vers le bas, de façon que la corde ait tendance à se déplacer vers le haut et pousse ça vers le bas, plaqué sur le sommier. Ne faites pas d'échancrure parce que vous aurez du mal à régler la clé sous tension. Là, il faut que ça dépasse de combien? Bon, il faut que ça dépasse de 2 cm, ça peut être un peu plus petit, hein, comme vous le sentez. Si vous voulez que ça dépasse beaucoup, que ça fasse comme une flèche d'arc avec une flèche d'arbalète, enfin, etc. Et la largeur, on s'en fiche un peu aussi. Il faut que ce soit un peu la largeur, il faut garder un petit peu de bois ici, mais ça peut être beaucoup plus discret que ça. Ce qui est important, l'idée aussi de la façonner comme ça, c'est que ça dépasse pas trop. J'ai allégé le montant comme ça. Je crois que ici, j'ai pas fait. Et donc ça allège beaucoup. On a allégé comme ça. Et le sommier, il est allégé. Alors,
uniquement en bas, ouais. Parce que ça vous donne plus d'espace pour ouais. scier, donc c'est pas peine d'alléger en haut, mais en revanche, en travers, il est nettement diminué. Ah ouais, aussi, ouais. Résistance maximum à l'endroit des assemblages, ça ouais. c'est un assemblage à enfourchement, mais c'est le même principe, ça peut éclater, etc. Donc il faut quand même un petit peu de matière, un petit peu suffisamment de bois derrière. Il ne faudrait pas le diminuer tout de suite ici, parce que là, le risque d'éclatement existerait. Et c'est vraiment très agréable d'avoir des scies légères et qui coupent bien, c'est un vrai bonheur. Pour accélérer un petit peu les choses, j'ai découpé la forme à la scie à ruban. Je vais la reproduire là. J'ai mis cette planche de contreplaqué, c'est pour bien maintenir la lame droite et que ça coupe le plus droit possible. Mais évidemment, je vais éviter de trop me rapprocher du trait. Et j'ai tracé quelques repères là, et là, pour enlever de la matière à la scie à ruban. Ça va me faire gagner un petit peu de temps. Je les ai tracés des deux côtés comme ça. On voit bien que j'ai pas mordu. Pour être sûr d'avoir exactement la même chose des deux côtés, je veux dire sur ces deux morceaux, je vais commencer à travailler là, comme vous le voyez, et ensuite je vais tout de suite, sans attendre, reproduire ce que j'ai fait là, avec les mêmes gestes. Si j'attends et que je fais l'autre partie, je risque d'oublier comment je m'y suis pris pour faire la partie haute quand je la reproduirai ici. J'ai donné une forme au volute. C'est pas exactement la même partout, mais c'est pas très grave, hein. C'est très rugueux, c'est pas fini, c'est pas bien lisse, là on le voit avec les ombres. D'ailleurs pour sculpter, je trouve que c'est très pratique d'avoir des ombres. Et en fait je vais terminer ça tout à l'heure au ponçage. Dans les volutes, je vais passer l'abrasif comme ça avec le doigt, parce que en réalité, le Dremel, les petits tambours comme ça, ça fait des marques. Vous voyez là, par exemple, j'ai poncé avec le petit tambour du Dremel, ça pose aucun problème. En revanche, par endroits, on voit que ça fait des petites facettes, c'est ce que ça donne. On ne peut pas s'en servir efficacement partout. Puis alors, encore moins ici dans les petits recoins. Je ne sais plus, comme d'habitude, qui m'a offert ce set de petits outils. Et ça donne une finition très intéressante. Là, pour le coup, et comme j'ai plein de petits embouts, je vais pouvoir aller dans les petits recoins, là, et donner une finition relativement propre. J'ai poncé. Alors, il y en a plein partout parce que j'ai poncé avec ça. Et il n'y a pas d'aspiration. Entre l'extrémité haute de la traverse et les cordes, il y a 12 cm. L'extrémité basse, il y a 15 cm. Donc ça fait à peu près 3 cm. Je vous montre, mais vous voyez rien. Bon, j'ai fait un tracé là-dessus. Je vais aller le découper. Et je vais la terminer à la gomme laque. Oh, ça va être une belle scie. Allez, l'heure de vérité. Ah, ça va pas être simple de trouver la vis. Ah, mais je pense que je suis dedans. Ah, voilà. C'est la première fois que je monte une scie comme ça, donc je suis pas très à l'aise. J'avais l'impression que la corde était beaucoup trop longue, mais ça va.
Elle rétrécit. Je pense que je sais pas du tout où m'arrêter. Je sais pas si elle est assez tendue, ça m'a l'air pas mal. Bon, elle a l'air très bien là. Je pense que les vis, je vais devoir les ajuster pour qu'elles ne dépassent plus. Je vérifie le sens, la flèche est bien de ce côté-là, j'ai plus qu'à l'essayer. Ouh. Les dents sont pointues, hein, ça accroche. Waouh. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, n'oubliez pas, c'est important. Laissez-nous des commentaires, on y répondra avec Vincent. Partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.